plus que moi. Et le peu que je vais pouvoir vous raconter maintenant, c'est triste sentiment de redite. Je vous ai répété pour quelques-uns depuis 30 ans, d'autres même, j'en connais un ou deux ici depuis 40 ans, entendent à peu près le même discours et j'ai beau essayer de me redoubler à votre contact, j'ai le sentiment que la richesse est en dehors de moi, est avec vous. Je vous propose de libeller notre rencontre sur le thème de l'exercice de la pensée complexe dans nos activités quotidiennes et dans notre rapport au reste du monde, sous un de mes libellés préférés, comme vous le savez, j'emprunte à mon très cher et admirable Léonard de Vinci, ou plutôt aux pages innombrables de ces extraordinaires carnets, sa devise, une fureur sacrée, de faire pour comprendre et de comprendre pour faire, qui passe toute philosophie. Et ceci, je vais l'exprimer en termes somme toute assez naïfs, que j'emprunte à Edgar Morin, bien sûr. Si la façon de penser complexe, la façon de penser complexe se prolonge en façon d'agir complexe, je ne peux pas séparer le faire et le comprendre, je ne peux pas séparer l'agir et le penser. Acharnons-nous dans cette quête, cette indissociable interdépendance qui va nous donner à la fois, je reprends les termes de l'invitation que vous avez reçue, un défi, une liberté, une responsabilité. Et aujourd'hui, je vais surtout insister sur le défi, ce défi qui est de construire, de nous construire l'intelligibilité des réalités complexes dans lesquelles nous vivons, en évitant de commencer par les découper en petits ou en grands morceaux. Tout ceci pourquoi, aujourd'hui, depuis un siècle ou deux, parce que nous prenons peu à peu conscience que notre passion pour le progrès scientifique qui nous fait mettre en avant l'invention de moyens de plus en plus extraordinairement puissants nous a fait oublier que tous ces moyens auraient peut-être dû être conçus en vue de quelques fins. Et pour avoir quelques fins, il faut savoir ce qu'on veut, il faut comprendre ce qu'on veut. Le mot de Paul Valéry, que j'aime citer, revient ici souvent, je suis prononcé il y a déjà 60 ou 70 ans. Aujourd'hui, nos moyens d'action et d'investigation laissent trop loin derrière eux nos moyens de compréhension et de représentation. Apprenons, afforçons-nous, attachons-nous à nous construire nos propres moyens de représentation des complexes dans lesquels nous vivons, plutôt que de nous attacher à supposer que les données des situations dans lesquelles nous vivons nous sont déjà connues et établies par d'autres, et que nous n'avons qu'à développer de nouveaux moyens d'action sans nous soucier de ce dont nous parlons. Pour ceci faire, je reprends ma devise, comprendre pour faire et faire pour comprendre, c'était l'obligation d'une part et d'abord de transformer nos expériences, l'expérience de chacun, nos expériences collectives, en science avec conscience, ce processus quasi magique, quasi inintelligible et pourtant si familier, qui fait que quand j'agis, je suis capable de donner du sens à ce que je fais et à transformer cette pratique, ces actions, en un minimum de science avec conscience, je veux dire, si vous voulez, de connaissance, me mettre en situation de pouvoir concevoir les processus par lesquels je me représente ce que je fais, je modélise ce que je fais, j'externalise de moi-même cette compréhension diffuse pour pouvoir mieux la méditer et surtout la communiquer avec les autres. Léonard de Vinci, là encore, avait trouvé un mot magnifique pour dire cela. Il appelait cela le disegno, et il le traduisait, nous pouvons le traduire en français, non pas par le dessin, comme le dirait Tobé des dictionnaires, mais le dessin à dessin, le dessin dans l'intention de, avec le projet de, je me représente cette salle en ce moment à dessin dans ce contexte. Pendant que, par deux, je ne développerai sûrement pas du tout aujourd'hui, mais qui nous est à tous plus familière, celle que j'aime appeler, selon le mot de Jean-Baptiste Abico, le design, qui va consister à me servir de toutes les ressources de traitement de ces représentations, de simulation, de jeu, d'interprétation, de va-et-vient, sur lesquels nous allons nous exercer en utilisant la plénitude de nos moyens humains et en ne les réduisant
seul syllogisme, à l'usage du seul syllogisme parfait. Pour bien faire, il faudrait, je ne le ferai pas, juste pour vous rassurer, ce que je vous note maintenant, ça va être d'avancer un petit peu dans l'exploration du premier panneau, représenter, modéliser comment nous nous y prenons, restera à poursuivre, mais nous les avons déjà tous en tête, il faudra simplement les mettre sur le papier, comment raisonner et délibérer, comment enfin organiser et transformer pour continuer à renouveler nos expériences. C'est normal que ça coûte. Les diapos en mineur sont. Non, là ça va, mais ce que tu vois là, ma diapo originale, il manquait pas de page. Le point de départ, c'est que nous, le point d'entrée, c'est que nous sommes inconsciemment convaincus qu'il existe depuis longtemps, depuis 4 siècles à peu près, une bonne méthode pour bien conduire sa raison dans les affaires humaines. C'est totalement exposé par le remarquable, impérissable, extraordinaire, l'illustre, définitif 4 préceptes pour bien conduire sa raison du discours cartésien. Quelques années après que Descartes ait publié cette page, le même Jean-Baptiste Rico disait, je vous relis à voix haute, comme si l'on ne voyait point régner dans les choses humaines le caprice, le fortuit, l'occasion, le hasard. Vouloir marcher droit à travers les anfonctuosités de la vie, vouloir dans un discours politique suivre la méthode des géomètres, la méthode des formalismes syllogistiques, c'est vouloir y bien mettre d'ingénieur, d'ingéniosité, du bon usage de l'esprit humain, de sa capacité à relier plutôt qu'à séparer, ne rien dire rien dire de ce qui se trouve sous les pas de chacun. Ce faisant, et c'est ça que j'appréhende tout le temps, à tous ceux d'entre nous qui viennent nous demander qu'est-ce que je dois faire pour ceci, c'est considérer que l'autre, il faut absolument qu'on considère qu'il ne doit consommer d'aliments qui ne soient que pré-mâchés, qu'il n'ait pas à réfléchir, qu'il ait seulement à les utiliser, à les mettre en œuvre. Le mot de Vico était traiter ses auditeurs comme des enfants à qui on ne donne pas d'aliments qui ne soient pas mâchés d'avance. Notre effort à tous, c'est précisément de faire l'effort nous-mêmes de commencer à mâcher avant de le déglutir sans pouvoir réellement l'assimiler. Alors, en reprenant un autre mot d'Edgar Morin, à ce pense-bête cartésien, substituant des penses intelligents, dont bien des travaux, mais en particulier ceux des systèmes de la méthode, et surtout les premiers, sur le point qui nous intéresse ici, nous donnerons les réponses. Une autre façon de dire ce que j'essaie de vous dire là, c'est que pour nous former cette connaissance, cette compréhension de la façon dont nos propres expériences se transforment en connaissance, il nous faut nous souvenir que les problèmes que nous rencontrons ne se posent pas d'eux-mêmes, c'est nous qui nous les construisons. La vie nous donne des représentations, mais si nous voulons nous les assimiler, commençons par les redigérer, les retravailler. Vous connaissez le mot de Bachelard, rien n'est donné, rien ne va de soi, tout est construit. Un petit mot d'épistémologie, je meurs d'envie d'en faire beaucoup plus d'autres après les boutades qui ont été, ou les observations pertinentes qui ont été lancées ce matin. Simplement pour utiliser un mot, un des rares mots que vous ne connaissez peut-être pas beaucoup, on m'en reproche assez d'en utiliser des tas que tous les autres utilisent, mais bon. Ici c'est le mot gnoséologie. C'est un mot qui a été rayé de nos cultures. On a voulu nous dire, t'occupe pas de ce que ça peut être la nature de la connaissance. Connaître, c'est connaître le réel, point final. Et ce que j'essaie de nous dire, c'est que la nature de ce que nous appelons le réel, c'est la nature de ce que nous avons, nous, de notre expérience du réel. Et c'est peut-être pas, c'est même probablement pas, l'expérience du réel. Alors, au lieu de dire ontologie de la connaissance, ontologie de la réalité, ontologie à l'invariant certain qui nous donnera la certaine... Non, renversons. Modestement, mais lucidement, et intelligiblement, utilement, je sais que je parle des expériences que j'ai du réel, des phénomènes dans et par lesquels je ne connais pas les choses, je connais les actes. C'est ce que d'ailleurs je crois
c'est ce que je vais vous faire valoir à travers une petite expérience que j'ai glanée il n'y a pas longtemps. La sensibilité que nous pouvons avoir au point de vue que nous avons sur nos propres expériences. Voilà comment ça commence. Il est parmi nous, il y a un réseau voisin, il y a peut-être quelques-uns de ses membres ici, un réseau tout à fait attachant et passionnant qui s'appelle Terre citoyenne, paysans, pêcheurs et autres, un peu là de voir sans arrêt les autorités institutionnelles décider pour eux ce qu'ils avaient à faire, tentent de se prendre en main, ici et là, ne niant pas les experts, mais en commençant par dire que c'est eux qui donnent leur projet aux experts et ce n'est pas les experts qui leur donnent leur projet. Et ils s'y lancent. Alors il y a sur la planète entière, Terre citoyenne. Et à cette occasion, parmi tous ce qu'ils ont rencontré, ils ont rencontré quelques passionnés de plancton. Vous savez vaguement ce que c'est que le plancton, moi j'en savais rien il y a 1 an, 2 ans, je savais que c'était le mot, mais c'est un univers d'une complexité infinie, absolument vitale à l'existence humaine, terre, mer, océan, passionnés. Alors, ces personnages passionnés travaillaient, exploraient, et ils se sont aperçus que c'était finalement très vécu par des agents de parlement. Et l'un d'entre eux, ce principal animateur, Pierre Molot, est allé au bord du lac Tchad et a rencontré des paysans et des fermiers, des paysannes qui pêchaient une variété de plancton, enfin une variété de microalgues, que vous ne connaissez sans doute pas, mais qui a, paraît-il, probablement des vertus très diverses, antioxygénantes, etc., tout à fait étonnantes, qui s'appelle la spiruline. Il a vu comment la spiruline, c'est des ingrédients, une espèce de poudre. Et vous avez vu comment elle le collectait. Et outre le fait de leur donner l'intelligence, changer leur regard, qu'est-ce qu'il a pu faire en situation? Il avait des petits microscopes avec lui. Il a mis ces paysannes devant ces microscopes, ces hommes, ces femmes, au bord de je ne sais plus quel lac au Tchad, et il les a mis en situation de pouvoir se fabriquer un autre regard de ce qu'ils faisaient depuis des millénaires. Les techniques de pêche étaient particulièrement, de récolte de microalgues dans des petits filets très fins, etc., étaient particulièrement multi-ancestrales. Ça a plus d'un millénaire qu'on essaie de récolter ces spirulines. Je vous bagasse sur leur industrie. Et ayant changé notre regard, il y a une image, je pensais qu'elle m'a plu, on se réunit autour du village et on délibère. On cause, on voit comment ça avance. On transforme ces expériences, ces changements de regard des uns et des autres, des coups, et elle le produit. Alors, ce processus finalement très banalement familier du changement de regard qui s'échange, qui devient collectif et qui incite à co-produire, à élaborer une conscience plus commune de ce qu'on fait, voilà à peu près. Le CNRS nous rappelait cela il y a déjà presque une dizaine d'années, mais on a encore du mal à l'entendre, reconnaître que la modélisation se construit comme un point de vue pris sur le réel et n'est pas le modèle du réel, même si on parle de réels sociaux, etc. Et reconnaître en conséquence que quelles que soient nos satisfactions dans nos productions de connaissances, nous devrions toujours reconnaître qu'au total, nous devrions reconnaître que puisque nous avons des points de vue, nous sommes condamnés à avouer, à reconnaître, à être conscients de la prédictibilité de nos meilleures initiatives. J'ai repris ici, je vais passer vite une formule d'Edgar Morin qui m'a toujours enthousiasmé, c'était dès le début de la méthode Ottoman, cette volonté acharnée, non seulement d'être conscient de mes points de vue, mais de transformer mes points de vue, d'être attentif aux points de vue des autres, de tenter à la fin il dira même, je crois, se donner un méta-point de vue qui est fait à partir des points de vue qu'on s'est fait sur les points de vue des autres, pour nous obliger à basculer, à faire varier en quelque sorte l'objectif de nos appareils photo mentaux. Alors à partir de là, la grande devise d'Edgar Morin, celle qui va guider tout notre processus, que nous ne pouvons ensemble que citer sans arrêt, je vous la relis, elle est vieille, elle est d'avant, elle est vieille. Elle est dans son histoire, mais ce n'est pas le dernier produit, c'est celle qui est au commencement, je crois que c'est en 1976. Il pensait déjà avant, mais là c'est dit avec une véhémence forte. Relier, toujours, que c'est que je n'avais pour méthode d'essayer de saisir les liaisons mouvantes, relier, toujours relier, était une méthode plus riche,
au niveau théorique même, que les théories blindées, bâclées épistémologiquement, logiquement, méthodologiquement aptes à tout affronter, sauf, évidemment, la complexité. Je passe sur ça. Ce mot de Valérie Alugo va me donner un argument fort pour insister sur cet acharnement à nous construire des représentations riches, multi-points de vue, réfléchies, des situations dans lesquelles nous proposons d'intervenir. Je n'ai jamais cru aux explications au sens de la démonstration quasi-mathématique, mais j'ai cru qu'il fallait chercher des représentations sur lesquelles on puisse opérer, comme on travaille sur une carte, comme l'ingénieur travaille sur une étude, et qui puisse servir à faire. Voilà un peu l'espèce de devise. Comment je fais pour me construire ces représentations?